Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul. Attention, attention, petit tour de passe-passe et qui apparaît? Oh, Hop, ici, incroyable! Romain Rambo en vrai, en chair et en os. Incroyable. C'est Comment vas merveilleux, c'est incroyable. Mais comment très vas-tu, bien, cher ami? toi? Mais je suis Et très impressionné par ce magnifique tour, hein, voilà, j'apprécie. c'est extraordinaire, hein. C'est parce que Romain, qui est ici, ne parle pas que de cinéma sur sa chaîne, il parle aussi de philosophie, mais de magie. De toute façon, tous ces univers-là sont reliés d'une manière ou d'une autre. Oui. Et avec Romain, ça fait maintenant des années, j'allais dire presque, hein, que Bah, nous oui, oui. parlons ensemble de l'infinie filmographie de monsieur Takashi Miike. Et pour cet été estival, voilà, faire un petit peu dans la redondance, nous avons choisi un film très chaud, quelque part, son western intitulé Sukiyaki Western Django. Ça vous dit peut-être quelque chose, sorti en 2007. Peut-être pas le seul film qu'il ait fait cette année-là, puisque monsieur fait souvent beaucoup de films la même année. Et qui réunit au casting, alors, quelques habitués vite fait, mais qui n'ont pas les plus gros rôles, hein, notamment une petite apparition de Reiji Ishibashi, qui a dû jouer dans 70% de ses œuvres à peu près, peut-être moins quand même. Il y a aussi Shun Oguri qu'on a vu dans Crowd Zero, dont on a parlé la fois précédente. Sinon, on peut citer quand même dans le rôle principal de Django, quelqu'un qui n'a pas forcément eu une grande carrière, hein, Hideaki Ito. On peut citer également Koichi Sato, Yusuke Iseya et d'autres. Voilà, plein de gens. Voilà. On peut citer Kaori Momoi qui joue aussi Ruriko, qui a un rôle très important vers la dernière partie du film. Mais il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dès le début. Et pas des moindres, parce que figurez-vous que dans ce film, nous avons monsieur Quentin Tarantino, qui nous présente l'histoire et qui intervient plus tard, puisque Quentin Tarantino est un grand fan de Takashi Miike. Je crois qu'il adore Audition, absolument. Mm. Et là, donc, c'est fou. On a Quentin Tarantino dans ce film, qui est un petit peu producteur exécutif aussi. Et bien sûr, bon, bah, c'est un western, et si vous avez vu Django, voilà, on peut qualifier ça de faux remake préquel, c'est vague, hein. Et un grand hommage au western spaghetti, évidemment, hein, de Corbucci, de Sergio Leone. Hommage aussi à Akira Kurosawa. Tout ça est tellement lié, on en parlera dans cette vidéo, parce que je pense que ce film dit beaucoup sur le cinéma et ce genre-là, western, samouraï, un peu mélangé quelque part finalement. Les films de samouraï japonais, Shambara, c'est un petit peu du western aussi, on est d'accord. Et il se passe beaucoup de choses. Grosso modo, pour le synopsis, nous avons deux clans qui s'affrontent. D'un côté, le clan blanc, qui est dirigé par Yoshitsune, désolé pour la mauvaise prononciation, et les Aike, le clan rouge de Kiyomori. Ils se font la guerre. On ne sait pas trop pourquoi, s'il y a une question d'or, évidemment. Et au milieu arrive une sorte de tueur solitaire qui débarque, qui ne va pas choisir son camp, qui va essayer de régler l'histoire et de mettre tout le monde d'accord. On va faire simple. Évidemment, tout ceci va être mélangé à l'histoire japonaise, parce que figurez-vous que les personnages qu'on voit dans le film sont inspirés de samouraïs, chefs de clan qui ont vécu au XIIe siècle. En plus, il fait un petit pan historique là-dessus. Et quelques légendes aussi derrière. Bref, un petit peu le folklore historique japonais et ce côté western qu'on aime tant. Et du coup, pour moi, c'est une découverte tardive. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas revu, je crois. Tu l'avais dans ton DVD en pile quelque part. Et alors, quel est ton ressenti sur ce film avec ce revisionnage? L'as-tu revu comme ça un peu à la hausse ou ça t'a rappelé des souvenirs? Dis-nous tout. Alors déjà, ouais, alors ça m'a rappelé des souvenirs parce que je l'avais vu, je crois que je l'ai en DVD depuis quand je l'ai acheté, je l'ai pas revu depuis, je l'avais pas revu. Peut-être une fois, c'est par-ci par-là, mais vraiment très peu. Le revisionnage, c'est un film que j'avais un souvenir plutôt, il y a quelque chose d'assez doudou dans ce film, quelque chose qui moi me fait plaisir parce que j'aime beaucoup le western et je trouve que la manière dont il se l'approprie est vraiment intéressant et j'ai réapprécié en fait le film, peut-être même un petit cran au-dessus. J'ai découvert plein de petites choses que j'avais pas forcément vues les quelques premières fois où je l'avais vu. Je trouve que c'est un film qui est très, très riche, qui propose plein de trucs hyper intéressants, qui est une sorte de vrai melting pot de tout un tas d'influences. Alors effectivement, tu parlais du western spaghetti, il y a du Shambara, il y a tout ça qui est mixé, il y a des éléments qui sont quasiment on est vraiment à la lisière du fantastique sur certains points. Il y a effectivement quelque chose, une patte très tarantinesque derrière évidemment, parce que Tarantino, là, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il y a une vraie admiration de la part de Tarantino pour Takashi Miike, mais je pense que l'inverse est aussi vrai aussi, parce que je trouve que c'est un film qui est vraiment, dans une certaine mesure, un hommage à Tarantino aussi.
On en parlera parce qu'il y a plein d'éléments. Il y a notamment un passage en animation qui fait quand même pas mal écho et qui pourrait faire écho à Kill Bill, Eh notamment oui. la présentation d'Orenishi, par exemple. Donc il y a tous ces trucs-là qui sont un petit peu amalgamés. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que de manière extra-diégétique, en fait, ce côté melting pot, ce côté interpénétration des diverses cultures, des divers genres, en fait, c'est ce dont parle le film aussi. Et c'est hyper intéressant parce que ces deux groupes-là qui sont scindés, cette fleur notamment qui a deux couleurs, etc., cette enfance, sans rentrer dans les détails pour l'instant, mais il y a tout un tas de trucs hyper intéressants en fait sur cette, voilà, cette interpénétration, si je puis dire, de tout un tas de cultures, de tout ouais, ce mélange, ce mélange de cultures que je trouve vraiment, vraiment fascinant dans le film et qui fait que, au-delà de la lecture purement western, si je puis dire, et de l'hommage au western spaghetti, et notamment au film de Corbucci, donc effectivement, tu disais, c'est une sorte de faux préquel. Alors, il y a vraiment un lien qui est tissé à un moment donné, de manière hyper claire, qui est étrange, mais qui est, c'est Mickey, donc c'est normal. Y a plein de trucs hyper drôles. Et j'ajoute un petit truc qui est hyper intéressant, c'est le personnage de Tarantino, qui est aussi un personnage qui est à la fois intra et extra-diégétique, parce qu'il y a notamment même un moment où il fait une vanne qui est complètement extérieure à la narration, en fait. Et même un des personnages lui rétorque, mais qu'est-ce que vous racontez à ce moment-là? Donc vraiment, quand il parle d'Akira et du nom d'un personnage, il fait vraiment, et il dit, bah, je suis un fan de, je sais plus comment il dit je suis un fan d'animé japonais, et il glisse ça au milieu, ce qui n'est absolument contextuellement qui ne fonctionne pas, mais qui fait que c'est un personnage qui est, et c'est pour ça qu'on présente finalement l'histoire, il est à la fois intra et extra diégétique, c'est hyper intéressant. Et puis je trouve que ce qui est assez drôle en plus, c'est que c'est un personnage qui est traité comme finalement Pai Mei l'est dans le premier Kill Bill, en fait, dans sa relation avec un autre personnage, comme l'était Pai Mei avec Béatrix Kiddo. Là, on a à peu près le même type de relationnel. Donc, il fait appel à Tarantino pour le faire interpréter quasiment un personnage d'un film de Tarantino, mais en inversant, parce qu'il y a un croisement qui est hyper intéressant aussi. Et ça, je vais terminer là-dessus et puis te laisser enchaîner, peut-être rebondir là-dessus. Ce que je trouve très cool aussi, c'est cette inversion de travail sur la langue, en fait, où Oh oui. Tarantino parle japonais avec un accent anglais, avec un accent américain, et les Japonais parlent anglais avec leur accent japonais. Il y a ce croisement-là qui est très Ah, drôle, qui crée une sorte de truc hyper à la fois grotesque, baroque, que je trouve vraiment hyper cool, hyper chouette, et qui fait que il y a vraiment une identité, il y a un truc vraiment unique en fait dans ce film-là. c'est ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le film hybride qui brise les murs, qui Mm. brise les conventions, tout en ramenant vraiment au centre ce qu'est le cinéma et la création artistique, parce que, et même tout ce qui est création, ouais, artistique, parce qu'il y a Shakespeare aussi qui est au milieu. Oui, J'ai oublié en préambule, mais parce que c'est pas vraiment clair, mais on cite clairement du Shakespeare, la pièce Henri VI, hein, qui est oui, elle-même référencée sur un fait historique en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, la guerre des deux roses, d'où les deux roses, rose rouge, rose blanche. En fait, c'est une relecture de la guerre des deux roses, hein. C'est incroyable comment ce film arrive à lier l'histoire anglaise, l'histoire japonaise, puisqu'il y a aussi le nom de ces mm, clans, etc., et le cinéma à travers les âges, donc de Kurosawa, qui a inspiré Sergio Leone, hein, Yojimbo, par exemple, au hasard, hein. D'ailleurs, le mot Yojimbo est lancé dans le film à un moment, et c'est bien marqué comme ça. Voilà. Le garde du corps, mais Yojimbo, hein, voilà, on comprend. Et ce western spaghetti qui a pu inspirer ici Mickey, qui revient aux sources, comme une boucle en fait. Et on peut en pousser encore plus loin le délire. Tu parlais de Kill Bill, Tarantino et tout. Ce film-là a peut-être donné envie, probablement, à Tarantino de faire Django Unchained d'après. Donc, c'est ça qui est fort. C'est une œuvre qui, limite, on a l'impression que c'est une œuvre qui voyage dans le temps malgré elle. Tu vois ce mm, que je veux dire? ouais. Et après, évidemment, si on prend le film en tant que tel sur l'intrigue, c'est le bazar. Ah. Et puis, je pense qu'il faut lâcher prise. C'est le film où il faut lâcher prise. À un moment, tu comprends plus rien, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. Tu as les blancs contre les rouges, il y a de l'or au milieu, tu as le gunman qui va. Et puis bon, c'est Django. À un moment, il y a quand même la Gatling qui ressort, hein. Voilà, il y a quand même le cercueil avec la Gatling à l'intérieur qui est traîné, qui est là aussi. Non, mais c'est ça. Donc, c'est un film qui va au-delà même de ce qu'il propose. C'est ça qui est intéressant. Et c'est du pur Mickey, en fait, dans le sens où, oui, alors il n'y a pas de mafia. Enfin, pas de mafia. Quelque part, tous ces yakuza et tout au Japon, c'est un peu les descendants, hein, des samouraïs de ces clans, de toute façon. Kitano le montrait bien dans Zatoichi, par exemple. Lui Mm, qui fait ouais. beaucoup de films de yakuza, il avait fait ce film de Shambara et on voyait l'idée. Il faisait le lien. Bah, Mickey aussi met ce lien-là. Et donc, l'idée de violence qui est accrue parfois, en mode burlesque, où on se demande s'il n'y a pas de la folie qui traîne. Et que tu l'as dit, même dans la mise en scène, Mickey, il y a des moments, il renverse la caméra, il y a des trucs d'animation. Ce moment d'animation, voilà, il y a un personnage qui révèle sa vraie nature, on n'en dit pas plus. Parce qu'il y a beaucoup de flashbacks aussi, il faut suivre. L'histoire du Mm. petit garçon, tout ça. Voilà. Mais
il y a, au-delà de il faut suivre, je pense qu'il faut aller dans le. C'est fascinant. Et toi, alors, toi, tu as vu la version d'1h35, je crois. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu la version de 2 heures. Je pense que sur la version de 2 heures, bon, il fallait les laguer, peut-être. C'est vrai que pour le coup, une version. Parce que vu que l'histoire, à la rigueur, bon, il y a un point A, t'as Tarantino qui fait une forme de compteur-passeur au début, parce que c'est ça aussi. Hein, Tarantino, il a un peu ce rôle-là. Puis après, il se passe des trucs, t'arrives au bout. C'est vrai que sur 2 heures, c'est pas loin d'être indigeste. Disons qu'à un certain moment, le sukiyaki, il pèse dans l'estomac. Parce que le sukiyaki, c'est quand même un plat. D'ailleurs, au début, on le voit. Hein, le plat qui est fait avec un œuf de serpent. Pas sûr que ce soit digeste vraiment avec l'œuf de serpent. Je ne sais même pas si ça se mange, les œufs de serpent, d'ailleurs, à vrai dire, mais bon, probablement. Et donc, oui, c'est un plat. Mais c'est ça, en fait. Je pense que le film, il nous compose ici un plat qui peut être avec beaucoup d'ingrédients. Et c'est un plat qui est traditionnel japonais, mais qui est aussi très populaire en Occident, potentiellement. Moins que certains autres plats japonais, peut-être. Mais je pense qu'il y a ce mélange-là des saveurs. Il faut l'accepter comme ça. Je pense que un film qui méritera, qui gagnera un revisionnage d'ailleurs, parce que passer l'idée de l'intrigue, après tu vois les détails. Je pense que c'est ça l'idée. Bah, je me suis rendu compte de ça en fait, vraiment en le revoyant avec ce côté, il y a quelque chose dans le film que je trouve intéressant parce que, mais c'est vraiment, pour le coup, ça pourrait être une critique négative pour un autre film. Mais je trouve que c'est un film qui joue pleinement sur son artificialité en fait. C'est hyper intéressant comment il travaille l'artificialité pour en faire quelque chose de poétique finalement. Notamment, bah, là, tu disais l'introduction de Tarantino, où les décors sont de manière voulue complètement artificielle en fait, et tout en fait finalement la construction du récit, la mise en scène, tout est totalement exacerbé tout le temps, tout est Ouais. hyper baroque et artificiel. Il y a des bruits d'animé à certains moments, donc le film fait aussi référence en manga sur pas mal de trucs, sur des gags, et en même temps, tu as ces gags qui sont presque enfantins et naïfs à certains moments, et à côté de ça, tu as des séquences de viol qui sont particulièrement dures aussi à regarder. C'est ça qui est Ouais. hyper intéressant. Tout se côtoie, en fait, cette ultra-violence quand même assumée, et ces moments où on est sur quelque chose de purement enfantin. Il y a toujours ce côté chez Mickey, vraiment d'une sorte de jouisseur du cinéma, en fait. Il a, je crois que j'ai déjà dit, hein, plusieurs fois lorsqu'on a parlé, il y a toujours ce côté où on a l'impression que c'est quelqu'un qui est avec un jouet et qui s'amuse, en fait. Il joue avec toutes les possibilités que lui offre le Oui. cinéma et il rend hommage à tout ce qu'il aime. Pour le coup, moi, je trouve que Sukiyaki Western Django est certainement son film le plus c'est pour moi une des plus belles déclarations d'amour au cinéma qu'a pu faire Mickey, en fait. Et je vais rebondir sur ce truc-là juste pour terminer là-dessus. L'idée que je trouve intéressante sur ce lien, notamment qu'il y a avec Tarantino, parce que tous les deux, en fait, ont finalement cette même démarche de Mm. référence continuelle, mais qui est toujours digérée le plus possible. Et la référence, finalement, est toujours là de manière signifiante. C'est jamais une référence. Les références sont là pour tisser une sorte de tissu diégétique, en fait, aux multiples couleurs, aux multiples nuances. Et c'est ce qui donne finalement la singularité. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression, quand on regarde Tarantino, de se dire, on oublie la référence au bout d'un moment parce qu'elle est tellement intégrée dans la narration qu'on propose que voilà, on peut la voir après, on peut prendre le temps de les regarder, mais normalement tout est intégré, digéré, on oublie, et même si on n'a pas les références, on s'amuse autant. Et c'est ça que je trouve assez génial. Il y a ce truc-là, ce lien qui est très proche. Et bon, ce qui m'étonne pas justement que Tarantino d'ailleurs quand il parle de Mickey, il considère que c'est son parrain quasiment dans le cinéma. Donc je crois que c'est les mots qu'il utilise. Donc il y a une vraie force. D'ailleurs à la même époque, petite anecdote, mais Tarantino produit pour Eli Roth Hostel, le premier Hostel, et Takashi Miike fait une petite intervention, en fait, un tout petit passage dans Hostel. Donc c'est là, il me semble que c'est là qu'ils ont pris contact avec Miike de manière un peu plus directe, même si il y avait une admiration, comme tu disais tout à l'heure, notamment pour Audition de Tarantino depuis longtemps. Donc voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans ce film-là, tu le disais très bien, tu as utilisé un très bon mot, moi qui fonctionne bien, c'est cette hybridation en fait. Il y a vraiment un travail d'hybridation extrêmement jouissif, jubilatoire, quand bien même, encore une fois, la narration, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, ça part dans tous les sens. Il y a tellement dans peut-être ce shérif un peu étrange. Oui, oui, Euh... oui. on ne comprend pas Mais, vraiment, mais il est absurde, il est marrant. mais tu vois, c'est ça comme tu disais il y a quelques instants, ce film, il a conscience de ce qu'il est. C'est Mickey qui a conscience d'être Mickey, qui aime le cinéma, qui aime cet art-là, et qui fait du Mickey, et là, il le fait à fond. Bon, il l'a déjà fait à fond dans d'autres films. Quelque part, Violent Q, c'était une autre forme de Mickey à fond, mais bien plus pervers et vicieux. Et déjà, ce film-là, quand on y pense, hein, la fin de Dead or Alive, par exemple, tu vois, il y a des moments où Mickey, il est conscient de ce qu'il fait, il va te balancer des trucs, voilà, ça a l'air hors contrôle, comme ça. On peut penser à Gozu Oui, aussi. oui, oui. Mais là, il y a quand même une forme de cohérence derrière, même si
ça casse complètement. Ça ne casse pas le mythe Django, ça le revisite un peu, mais ça l'internationalise. Et moi, j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs. Une idée d'union des peuples derrière, une union des cinémas. Cinéma japonais, cinéma italien, un petit peu western spaghetti et américain avec Tarantino, on peut mélanger. Et ah oui, alors le shérif, le shérif, je me demande si c'est pas une sorte de personnage, c'est carrément Mickey aurait pu jouer lui-même. Je pense pas qu'il a jamais fait de caméo dans ses films. Il aurait pu. Là, il aurait dû, parce que tu as un peu l'impression le shérif, et c'est lui d'ailleurs, je crois, où il y a des bruitages à un moment, il fait des gestes. C'est très très bizarre. Et puis à un moment, ça prouve que Mickey, l'intrigue, on s'en fout et on sait comment ça va se terminer. T'as le shérif, à un moment, il chante une chanson un peu à moitié bourrée en disant « Everybody dies », tout le monde va mourir et tout. En effet. Mais bon, allez, spoiler, spoiler, tout le monde meurt. Ou presque quand même. Ou presque. Parce que il y a quelque chose de beau et de fort et très tarantinesque dans le film, cette idée de vengeance, de transmission aussi. Je pense qu'il y a aussi ça qui est fort. Avec le personnage donc très tarantinien, très Kill Billien, si on veut, de la Bloody Benton, s'avère être la grand-mère vengeresse du petit, là, parce que le fils est mort. Enfin, il y a toute cette idée en flashback. Et c'est vrai que alors moi, je suis à la fois étonné et pas étonné, mais l'introduction de cette vengeresse, quasi en mode super-héroïne, en mode sorte d'araignée en animation, là, c'est vrai que c'est vraiment un emprunt à Kill Bill. Même d'ailleurs qu'il y a un autre emprunt à Kill Bill plus tard avec la mort du chef du clan des Blancs sur la neige blanche. Ça va rappeler forcément quelque chose aussi. Et c'est vrai que cette apparition de la Bloody Benton, là, alors tu m'as dit, hein, tu m'avais déjà dit en off qu'il avait déjà fait un film de super-héros un peu pour les enfants, là, Zebraman, je crois, c'est ça? Oui, c'est Zebraman, oui. Peut-être que là, il aurait pu faire Zebraman contre The Bloody Benton. Et c'est vrai que c'est un moment pivot dans le film. Là, on rentre vraiment dans le tout le monde va crever, quoi. Mais c'est ça parce que en plus, quand tu dis c'est un emprunt à Kill Bill et en même temps, finalement, c'est un juste retour, si je puis dire sur les choses, puisque Kill Bill est inspiré de ce qu'on peut avoir chez Lady Slow Blood ou même comment s'appelle-t-elle pour le coup Meiko Kaji, donc dans La Femme Scorpion de Shunya Ito, etc. Donc c'est un personnage qui est typiquement une sorte d'itération de Lady Snowblood, qui d'ailleurs toutes les deux étaient interprétées par Meiko Kaji, donc ces deux personnages-là, qui sont pour le coup c'est vraiment un personnage qui est évidemment dans la pure tradition japonaise, mais qui, dans une certaine mesure, sont passés, comme s'il était passé par les États-Unis. Donc il y a cet emprunt-là. Ce personnage est une hybridation finalement avec les modifications que Tarantino a apportées à ces personnages de héros vengeresse japonaise, héroïne vengeresse japonaise. Et c'est super. Ce personnage est vraiment, vraiment super cool. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses en fait qui existent dans le film. Au-delà du bordel, un petit peu du fatras d'idées qu'il y a, de cette profusion d'idées, de folie, etc., qui pourrait être juste du fun. Tu as totalement raison d'insister sur le fait qu'il y a de vraies émotions dans le film. Il y a quelque chose de vrai qui se joue entre les personnages. La mère et son fils notamment, il y a quelque chose il y a vraiment un travail de tragique qui est vraiment intéressant dans cette approche-là. Il y a cette relation qu'il y a entre Benten et cet homme qui est avec elle et qui veut la servir et qui en tombe éperdument amoureux. Et que je trouve ces relations, elles existent. Et lorsqu'il y a la mort, justement, parce que la mort plane en fait tout le début du film, mais on rigole, il y a un côté un petit peu, il y a une ambiance un peu légère, et soudainement, en fait, la mort vient se rappeler à toi. De toute façon, c'est un film, d'ailleurs, le film débute sur ces questionnements-là, en fait, sur la contingence de l'homme. Il y a des vrais questionnements existentiels au sein de du film, en fait, sur notre existence, sur la brièveté de notre existence, le pan qui est fait avec les fleurs, notamment, et la vie éphémère d'une fleur qui va se flétrir, etc. Il y a foncièrement un questionnement existentiel. On n'est pas juste sur la blague, mais on est chez Mickey. Donc chez Mickey, finalement, le tragique côtoie toujours le comique de manière vraiment très étroite. Enfin, pas que chez Mickey, hein, mais pour le coup, il y a vraiment cette idée où il va exacerber le comique, mais pour mieux exacerber le tragique derrière, et finalement nous parler avant tout de l'homme, en fait, dans son universalité, dans son existence, etc. Mais quelque part, on en revient à Shakespeare, hein, parce que voilà. il y a cette écriture à Shakespeare, la tragédie, mais parfois on a des personnages un peu ridicules et tout, mais là aussi on a ça, et cette mort, cette tragédie par aussi l'idée de transmission, justement, qui n'est pas forcément évidente, et le destin derrière, on a ça. Hein. Puis bon, c'est pour ça que du coup, la guerre des roses et tout, en plus les roses, franchement, il y a un vrai travail de symbolisme et tout, et c'est très, très subtil derrière. Et il en fait une œuvre foutraque pour autant. Ça qui est fort, en fait. C'est que c'est très travaillé, très philosophique, mais c'est le bazar. Et c'est vrai que bon, et pourtant, il y a de la poésie aussi.
même, j'ai envie de rajouter, il y a une réflexion aussi sur le progrès dans le film. Oui, oui. Parce qu'avec, et ça, c'est très traditionnel. C'est là où justement on prend le Shambara, souvent époque médiévale, donc les katanas, les sabres, tout ce que vous voulez. Et là, on a des pistoleros et tout. Et à un moment, il y a quand même le personnage, le chef du clan des Blancs, là, justement, qui veut se battre à l'épée, mais à un moment, il achève, vers le début, il achève quelqu'un avec un flingue et questionne justement cette idée que aujourd'hui, finalement, l'épée, c'est un peu désuet et pourtant, il a envie de l'utiliser. Et à la fin, il meurt. Il meurt par la balle. Il arrive à arrêter une balle, mais il meurt par une autre balle. Il y a d'ailleurs le gros plan sur la balle comme ça. Donc il y a aussi ce questionnement, et ça c'est très japonais aussi, parce qu'ils ont peut-être ce rapport avec l'ancestral, les samouraïs, etc. C'est quelque chose vraiment de fort, mais depuis, même les Yakuza, ils se battent pas avec des sabres. Il y en a peut-être qui se battent encore avec des sabres, hein. Mais maintenant, l'arme à feu fait la loi. Et ça questionne aussi justement l'évolution du western, qui vient un peu du Shambara, qui s'est transformé. Enfin, en même temps, Kurosawa lui-même a été inspiré par Ford. Alors, on en parlait, la boucle. Ouais, Finalement, c'est la boucle, elle n'a pas arrêté, en fait. Hein. Elle n'a pas arrêté. Mais tout ça, c'est historique. Hein. C'est les clans qui s'affrontent et qui se battent, quoi. Donc, de toute façon. Et puis, cette fin, je ne sais pas ce que tu en as pensé de la fin, mais il y a un moment de poésie, hein, la mort dans la neige et tout. Très belle, ouais. Mais même pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur cette fin, en fait, sur ce duel final, moi je trouve qu'il y a vraiment cette idée de voir s'affronter le western et le Shambara. En fait, il y a vraiment ce choc qui se fait de manière directe entre deux genres, en fait, qui est super beau, en fait, visuellement aussi. Et effectivement, la fin, et moi je la trouve extrêmement touchante, et en plus de tisser du lien avec le Django de Corbucci dans une certaine mesure, à sa manière. Alors effectivement, tu disais tout à l'heure, c'est comme si c'était une sorte de préquel un peu alternatif finalement au Django de Corbucci. Donc je trouve ça hyper chouette en fait, cette manière de poser ça, en fait, d'assumer en fait pleinement, encore une fois, cette forme d'artificialité. Mais vraiment, c'est pas négatif quand j'entends ça. Ouais, effectivement, le lien est difficile à faire, mais en même temps, il assume ce truc-là. Ok, je fais un préquel au Japon, si je puis dire, avec des acteurs japonais. Et en plus, ah oui, il y a un truc, voilà, pour revenir, excuse-moi, je rebondis sur un truc parce que je viens de me rappeler ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur la tradition finalement et la modernité, qui est un truc qui est hyper récurrent chez Mickey. Il y a aussi ce truc-là, on avait parlé d'Imprint, enfin de la maison des sévices aussi, dans cette manière de travailler le costume en fait et de mixer en fait vraiment des costumes traditionnels, autant dans l'approche du Shambara que de l'approche du western, et d'y ajouter des éléments punk, notamment dans les coiffes en fait des personnages, qui est un truc qu'on retrouvait énormément dans Imprint en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a il y a quelques les costumiers et perruquiers et tout ont fait un super boulot derrière. Et puis alors, oui, la toute fin, c'est bon. Je dis que tout le monde mourrait. Bon, il y en a deux qui meurent pas. Évidemment, le tueur solitaire ne meurt pas, hein, parce que ça peut pas mourir. C'est figure immortelle. Hein, c'est l'homme sans nom d'ailleurs aussi. Oui. Hein. Voilà, bon, ça, on y revient. Là, c'est plutôt sur Sergio Leone. Mais du coup, il y a un autre personnage qui survit, c'est le petit-fils, l'enfant qui a vu son père mourir, il est devenu mutique, il ne parle plus. Et à la fin, c'est lui qui va recevoir l'héritage. Et on apprend qu'il se rendra en Italie et qu'il deviendra Django. Alors bon, hey, pourquoi pas, après tout? Oui, on est d'accord. Franco Nero, s'il a vu le film, il a dû bien se marrer, je pense. Mais bon, à mon avis, Franco Nero, il a dû adorer. En plus, Franco Nero, on le verra dans Django Unchained, dans le caméo après. En plus, oui. Vraiment, on arrive à tout lier et tout. Parce que le personnage de Franco Nero dans Django Unchained, c'est peut-être Django vieilli, hein, on ne sait jamais. Et c'est ça, l'héritage à la fin. Parce que les valeurs familiales, l'héritage, il y a aussi ça chez Mickey. Hein. Bon, oui. Des fois, c'est très perverti quand même. Mais... Toujours un peu dysfonctionnel, effectivement. Mais... Ouais, je vous renvoie à Violent Q. Mais oui, il y a quand même des petites touches d'espoir à la fin, évidemment, avec la rose, hein, toujours. Les roses personne ne sait si les roses ont fleuri. Ben, nous, on sait, puisqu'on a vu Django de Corbucci. Donc, techniquement, les roses ont fleuri. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une fin qui convoque la poésie quand même. Et c'est magnifiquement de la naissance d'Aichi, moi, que je trouve très très beau aussi, où il traite la sexualité de manière assez dure et radicale à pas mal de moments. Il y a le moment où l'enfant naît, justement, où on ne voit pas justement sa conception, mais on voit juste cette fleur, cette rose bicolore qui s'ouvre jusqu'à voir apparaître le bébé à l'intérieur, en fait, où là on a ces moments-là en fait qui sont hyper beaux, en fait. Mais je pense que chez Mickey, il y a vraiment cette envie quand même
de traiter, en fait, de montrer cette dichotomie du monde entre sa cruauté et sa violence, ce qui est toujours le cas chez Mickey, et montrer aussi de manière très innocente aussi voilà, de vraiment renforcer ce contraste entre la dureté et la violence du monde, le tragique de l'existence et de l'existence. Et à côté de ça, voilà, la beauté aussi de tout ça, et puis l'innocence, en fait, parce qu'il filme toujours le monde avec une certaine forme d'innocence. C'est ça, le côté bicolore, comme quoi il y a 2 clans qui s'affrontent aussi Ouais, et au final, il y a plus rien, c'est pas le plus important. L'important, c'est l'union justement et d'où la transmission du mmh, Django qui vient d'Asie pour arriver après en tout à Italie, fait. donc fusion des 2 cinémas, des 2 mondes. Je pense qu'il y a ce message aussi, Bien sûr. finalement optimiste. C'est une des fins les plus Oui, optimistes qu'on ait vues chez Mickey, hein. mais tout à fait, ouais. C'est sûr que si on compare avec Dead or Alive, par exemple, bon, Et puis même finalement la mort du grand méchant de la tribu, enfin du groupe des Blancs finalement, c'est encore une fois cette hybridation avec la giclasse de sang mmh. rouge sur le blanc de la neige en fait, qui ramène au rose automatiquement et qui montre qu'à ce moment-là, ça y est, l'union est possible une fois que ce personnage est mort. Il y a plein de choses qui sont symboliquement hyper intéressantes. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, on referme la zone spoiler, là, on a effleuré la rose, hein, jusqu'au bout. Mais du coup, la conclusion, est-ce que c'est le film pour découvrir un Takashi Miike, par exemple? Pourquoi pas? Bah ouais, ouais, je Pourquoi suis pas? Pourquoi pas? Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour, par exemple, s'il y a des gens qui adorent Tarantino ou le voilà. western et tout, vous voyez ce film et après ça va vous intéresser à ce que Miike a pu faire, autour, par exemple. Pas ce que tu en penses, du C'est coup? facile, c'est un film facile d'accès en fait. Je trouve que globalement, à part deux trois étrangetés, notamment le shérif et cetera, qui sont peut-être des choses qui peut en termes d'absurde, peut-être amener le spectateur à se poser des questions: «Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder?» Je trouve que c'est un film qui est effectivement assez facile d'accès. C'est violent, mais en même temps, effectivement, cette violence, elle a toujours une sorte de contrepan un peu comique parfois, Mmh. qu'on trouve un peu chez Tarantino. Il y a quelque chose d'émotionnellement qui est quand même très impliquant, qui fait qu'on peut comprendre les destins, les enjeux des personnages. Là où chez Mickey, c'est pas toujours facile non plus. C'est un récit qui est relativement simple, même si effectivement on dit que c'est très foutraque, c'est traité de manière assez foutraque et c'est vrai, mais c'est assez simple mine de rien, cette idée de clan effectivement comme tu disais bien, qui s'affrontent autour d'un trésor. C'est finalement assez simple, ça convoque toute une imagerie qui a trait au western, qui a trait au Shambhala, et cetera. Donc je trouve que c'est une manière d'introduire le cinéma de Mickey, parce qu'il y a quand même le côté unique de Mickey qui est là, sa Mmh. folie qui est là, mais en même temps, voilà, c'est assez facile d'accès. Donc oui, moi je suis, totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, c'est un film pour les fans de Tarantino, Kurosawa, Leone, Corbucci et cetera. On peut même remonter à John Ford si on veut. Avec le petit truc épicé en plus, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'on met exactement dans le sukiyaki, mais s'il y a des épices dedans, là, on les sent. Et c'est un plat qui est un peu fumant parfois. C'est sûr que faut pas avoir trop mangé le matin même ou voilà, hein, parce qu'après il faut un peu être à la diète. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. À un moment, bon, voilà. Ouais. Mais là, il faut lâcher prise. À un moment, il faut se laisser porter de toute façon et apprécier les choses. C'est vrai que sur le symbolisme et les références, c'est pas juste des références pour faire du fan service. Il y a de l'idée derrière, ça questionne les Mmh. choses, l'évolution du cinéma à travers les Shambhala western et on rapporte aussi à l'histoire. Donc c'est assez passionnant. Ça peut vous donner envie de lire du Shakespeare, vous Bien intéresser à sûr. des récits médiévaux japonais. Donc pourquoi pas, foncez. Hein. Sukiyaki Western Django, c'est bon. Mangez-en. Après, voilà, je pense que je l'apprécierai plus au revisionnage une fois que, tu vois, voilà, parce qu'il faut découvrir. Ouais. C'est le genre de truc qu'il faut, ça tient au corps, quoi, c'est clair. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est Mais je un pense grand plaisir. Oui? je pense peut-être découvre la version d'1h35 pour le coup, qui Ouais. peut-être est plus Ouais. légère en fait. C'est juste, je pense que la version comme tu as l'air de dire que la version de 2 heures est peut-être un petit peu longue, je pense qu'il a bien coupé dans le gras. Alors je sais pas si c'est lui ou si c'est la production qui a coupé, mais c'est bien coupé dans le gras, de manière à ce que ce soit assez quand même léger sur 1h35, ça passe bien. D'accord, avec une petite soupe à côté, hein, ça passe. Mais je crois que le Voilà, sukiyaki se déguste en soupe en plus, il me semble. Donc bon bref, vous nous direz dans les commentaires, vous nous donnez votre meilleure recette de sukiyaki aussi, hein. parfait. Voilà, comme ça on essayera chez nous et merci Romain pour ce moment, de Mais merci à discussion toi. où on se voit enfin. Bon, merci à Samir Microciné qui nous a donné ses idées avec les streamers et tout, hein. Voilà C'est très bien. et ça serait intéressant de savoir ce que Samir pense du cinéma de Mickey, tiens, un jour, ah, eh! Prenons rendez-vous dans quelques années, aussi bien. C'est Ça peut pas être une qu'une bonne idée. on s'auto-invite en plus, c'est très bien. En tout cas, bah, et il nous reste plus qu'à dire quelque chose aux gens. Profitez de vos vacances déjà, si Oui. vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir bien sûr et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.